Stéphane Bureau est avec nous pour faire le point. Salut Stéphane. Salut Philippe Vincent. On s'est envoyé quelques missiles pour tester si on était capable de résister puis que tout le monde voulait vraiment un cessez-le-feu, puis finalement, c'est ce qui s'est passé? C'est un peu la routine habituelle, comme on dit dans Astérix, avant d'aborder le bateau de l'ennemi. La routine habituelle. Alors, il y avait un peu de ça, de routine habituelle, c'est-à-dire que on se frite, comme on dit ici en France. On va jusqu'à l'escarmouche pour tester la volonté de l'autre, pour montrer qu'on ne lâche rien, sans pour autant renoncer à ce qui est officiellement un cessez-le-feu, même si on l'a vu, le feu n'a pas cessé. On s'est tiré d'ailleurs dans la gueule assez fort hier. 3 destroyers américains qui ont été attaqués. Et il faut revoir ce que c'est qu'un destroyer. C'est un destroyer. Donc, ça a les moyens aussi de répondre et très certainement par la bouche de leur canon. Dans ce cas-ci, c'était plutôt les systèmes d'armes rapprochées phalanx parce qu'on soupçonne que plusieurs des vedettes rapides des Iraniens étaient très près de ces destroyers. Aussi, une façon pour les Américains de dire oui, le détroit est peut-être, comme vous le dites, sous votre contrôle, mais non, on va passer. C'est des bateaux qui sortaient, donc qui ne tentaient pas de rentrer, mais qui étaient déjà passés, apparemment sans souci. Et ce qu'on constate, ce qu'on peut déduire, je dirais, c'est que depuis quelques semaines ou jours, parce qu'officiellement, on sait que 3 fois des bateaux militaires américains avaient traversé le détroit d'Ormuz, mais probablement que c'est davantage. Mais cette fois-ci, les Iraniens ont dit OK, on va les accompagner et leur rappeler que nous existons, avec le résultat qu'ils se sont tirés sur la gueule, qu'il y a probablement eu des embarcations légères qui ont été atteintes. La réponse du président, on l'a vu, une petite tape d'amour. Alors, ça dit peut-être quelque chose de la vie conjugale de M. Trump. On ne sait pas. Mélania, peut-être, pourrait être questionnée là-dessus. Mais j'aime ça quand tu fais ta petite face de crasse. Mais tape d'amour pour montrer que rien ne s'est passé, mais peut-être que le danger était plus grand que le président ne veut le laisser entendre, ça se peut aussi, mais surtout, ne pas renoncer à ce cessez-le-feu. Tu disais, on devait avoir des nouvelles. Alors, de mon point de vue, quand Marco Rubio se commet, c'est plus significatif parce qu'à ce jour, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien ce que sont ses intérêts politiques. Et à ce jour, il est aux abonnés absents. On ne l'a pas vu lié au processus de négociation. Non, c'est le secrétaire d'État et c'est le conseiller à la sécurité nationale. 2 jobs super importants. Et si tu organises des opérations de négociation, tu présumes que la diplomatie américaine va être dans le coup. Mais c'était J.D. Vance qui s'en occupait. C'était bizarre déjà le processus. Puis là, c'est Marco Rubio qui a repris les rênes? Alors, qui a simplement dit, parce qu'aujourd'hui, il est en train de rabibocher le pape avec les États-Unis. Il faut quand même se rappeler qu'au jour de Pâques, le président, en plus d'avoir été en compagnie du lapin à côté de lui, avait émis un message qui d'abord tournait un peu en ridicule ceux qui sont de confession musulmane. C'était aussi un petit peu escrimé avec le pape autour de cette période. Et là, Marco Rubio, très catholique, est allé aujourd'hui rencontrer Léon, peut-être pour faire en sorte que les relations soient meilleures, mais surtout, revenons à l'essentiel, il a dit au sortir, on devrait avoir des nouvelles ce soir. Et c'est jamais lui qui communiquait. Donc, s'il communique, c'est peut-être parce qu'il sent qu'il y a un petit quelque chose qui pourrait ressembler à un résultat concret. C'est ma lecture, parce que vraiment, en toute autre circonstance, une fois cette semaine, il a parlé un peu des négociations, mais c'est tout. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et c'est pas parce que le président a rien dit. En fait, c'est peut-être parce qu'il a justement rien dit, n'a pas badiné, qu'ils ont peut-être entre les mains quelque chose qu'ils étudient. C'est ça mon hypothèse, parce que d'habitude, quand Trump parle, on va les exploser, bam, 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 ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais toutes les fois où il a été en silence, c'était qu'en coulisses, on parlait, hein? Tout à fait. Alors, peut-être que quelque chose a été réceptionné du côté des Américains. Il y a, depuis des jours et des semaines, des communication soutenue via les Pakistanais et probablement via d'autres canaux aussi. Je suis de ceux qui pensent que la Russie a participé à faire circuler de l'information. L'histoire nous le dira. On est forcé de spéculer parce que on est non seulement dans les brumes de la guerre ou du cessez-le-feu,
on est dans une guerre de communication pour l'essentiel, où il faut se méfier de ce que disent les protagonistes, parce qu'ils négocient sur la place publique, mais font probablement autre chose en coulisses. Alors, peut-être que nous aurons davantage d'informations. Je suis assez convaincu que ce qui s'est passé dans les 48 dernières heures, y compris aujourd'hui, parce qu'il y a 2 pétroliers iraniens qui ont été attaqués par les Américains pour les forcer à stopper. Ils refusaient de le faire. Ce sont des pétroliers vides, pour ce que j'en comprends, qui se dirigeaient vers des ports iraniens. Pourquoi? Pour s'assurer de ne pas donner aux Iraniens de la capacité de stockage. Exact. Parce que tu peux mettre jusqu'à 2 millions de barils de pétrole sur les plus gros pétroliers. 2 millions de barils, c'est beaucoup de barils. Et c'est cette question qu'on pose depuis peut-être 20 jours, 15 jours. Où est le point de saturation de cette capacité de stockage des Iraniens? Parce que ça va compter. Alors, il y a plein de moyens pour ralentir. D'abord, ils sont très habiles. Ils ont déjà livré la guerre à l'Irak, se sont trouvés dans des circonstances assez semblables. Les Irakiens avaient fait sauter Kark, l'île de Kark, où transite l'essentiel du pétrole iranien. Et donc, ils avaient dû trouver des solutions. Alors, ça peut être de brûler du pétrole. Plutôt que de fermer tes puits, tu brûles. C'est vrai. Ou tu fermes le robinet puis tu laisses couler un petit filet, parce que c'est toujours... Mais ça peut les endommager à plus long terme, cette stratégie. Oui, c'est ça. Parce que tu veux garder une pression, c'est un équilibre dans les puits. Quand tu fermes, rouvrir, c'est problématique. Alors, encore une fois, il y a des gens plus compétents que moi qui pourront expliquer ça. Mais les Iraniens, au fil du temps, ont développé effectivement cette expertise, sachant que c'est pas la première fois qu'ils sont sous pression. Il y a une limite, et il faut le répéter. Il est tentant de voir que les Iraniens donnent le là, écrivent la partition, sont maîtres du jeu. C'est pas faux. Ils sont formidables, mais en même temps, il y a une douleur. La différence, c'est que, je pense que je te l'avais dit une fois, tu sais, on serait à 2 secondes de la catastrophe. Ils auraient le visage placide de quelqu'un qui te laisse comprendre qu'il a devant lui l'éternité. Des faces de crasse. C'est évident que c'est peut-être pas des faces de crasse, c'est des faces de poker. Et si tu es iranien, ben c'est ça ton jeu. On est toujours en train de regarder de notre point de vue. Alors, si tu es dans le peuple iranien qui veut un changement de régime, c'est autre chose. Mais si tu es aux manettes, ben c'est la game que tu dois jouer et il la joue, il l'exécute parfaitement. Hier, tu nous parlais de des élections au Royaume-Uni. Keir Starmer, le premier ministre, en a mangé toute une. C'est encore comme quoi les 2 extrêmes, là, les Verts et le Reform qui semblent avoir gagné. En fait, ça nous dit quoi pour l'Europe? Ouais, vas-y. Les Verts qui, effectivement, font des gains. Au Pays de Galles, un parti indépendantiste qui fait des gains substantiels, parce qu'on parle du Royaume-Uni, donc il y a comme des petits pays dans le pays, des Écossais qui ont des rêves d'indépendance un peu comme le Québec, on va souvent les voir. Alors, je disais, c'est des élections locales et régionales, Parlement de l'Écosse, Pays de Galles aussi, et surtout des conseillers locaux. On parle de 5000 conseillers qui devaient être élus hier. C'est une dégelée pour le Parti travailliste de Keir Starmer. C'est la première fois, je pense, au Pays de Galles qui perdent le contrôle politique. Ah ouais. Les travaillistes étaient extrêmement forts. Ils ne le sont plus. On a vu Nigel Farage qui a l'air de Homer Simpson quand on le regarde de proche, mais qui n'a pas, je dirais, les qualités de M. Simpson. C'est un politicien aguerri et qui a fait la démonstration que son parti pouvait s'implanter localement. Alors, c'est un énorme succès pour la réforme. C'est un parti qui pourrait ressembler, à certains égards, au mouvement MAGA. Même si, en Angleterre, Trump n'est pas très populaire. Et quand il est allé la dernière fois voir le prince Charles, le Réforme et Nigel avaient choisi de taire un peu cette relation parce que c'est pas payant pour lui. Est-ce que c'est comme le Rassemblement national un peu aussi? Ou... Un peu comme le Rassemblement national aujourd'hui, fais attention, ou comme Pierre Poilievre au Canada. À une époque, peut-être aurait été content de faire quelques parallèles avec ce mouvement nationaliste américain et aujourd'hui a pris ses distances. Donc, Nigel Farage, qui a fait campagne pour Donald Trump aux États-Unis. Donc, c'est très, très, très proche. C'est vrai. A gagné beaucoup. Alors, c'est un nouveau parti. C'est un peu comme l'ADQ chez nous. La CAQ, pardon, quel beau... L'ADQ, c'est nouveau, mais ça a déjà été nouveau. Ancêtre de la CAQ, ça dit quelque chose de ton interlocuteur. Mais même chose, parti tout neuf.
ouais, parti tout neuf qui veut et pense pouvoir gagner les prochaines élections au Parlement. Exact. Mais le tour que ça pourrait leur jouer, c'est que tous leurs élus, sans expérience, fassent la démonstration au cours des 2 prochaines années que ça marche pas pantoute. Comme c'est arrivé dans plusieurs petites communautés où le réforme avait fait élire des conseillers locaux avec des promesses, avec un espoir, avec cette idée qu'on se débarrasse de la vieille classe politique, ce qu'on appelle ici le dégagisme, tasse-toi mon oncle. Mais les nouveaux mononcles n'ont pas livré la marchandise. Donc, c'est une arme à double tranchant pour Nigel Farage. La preuve de ce qu'il est très fort. Et pour Keir Starmer, c'est des lendemains qui ne chanteront pas. Il y a déjà des députés Labour, travaillistes, qui réclament sa tête. Lui a dit, mais c'est de rigueur. Non, je vais pas démissionner. Mais c'est comme les Iraniens. À une seconde de s'effondrer, tu regarderais. Un premier ministre ne peut pas dire, je songe à démissionner. Ben non. François Legault nous a fait la même affaire ici, tu sais, puis à Mané. Exactement. Et peut-être qu'il y songe, mais aujourd'hui, il disait, il n'y en est pas question. Mais il y a beaucoup de ses amis qui ont des couteaux entre les dents et qui aimeraient être le calife à la place du calife. Et ils vont peut-être lui réserver un mauvais sort au cours des... On attendait les résultats d'élection pour dire, regarde, ça marche pas là. Bon. Stéphane, bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À toi. Salut. Ciao.